Bienvenue dans cette nouvelle vidéo captivante où nous allons plonger dans l'univers de l'architecture logicielle. Aujourd'hui, on va explorer la Vertical Slice architecture et découvrir comment elle se distingue de la Clean architecture. On va explorer les avantages et les différences entre ces deux approches architecturales. On créera aussi notre premier endpoint, on verra comment organiser notre code de manière à favoriser la modularité et la maintenabilité. Alors, restez avec moi, car on va découvrir comment la Vertical Slice architecture peut transformer notre manière de développer des applications. Préparez-vous à être inspiré, c'est parti. Alors, avant de commencer, je voudrais vous parler d'une formation que j'ai créée sur Udemy et qui vous apprend à réaliser des tests unitaires en C#. Cette formation, elle est complète, pratique et accessible à tous les niveaux. Vous y apprendrez les principes, les outils et les bonnes pratiques des tests unitaires, avec des exemples concrets et des exercices corrigés. Vous pourrez ainsi augmenter la fiabilité, la sécurité et la performance de votre code. Si vous êtes intéressé, vous pouvez profiter d'une réduction spéciale en cliquant sur le lien dans la description. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de me suivre sur mes réseaux sociaux pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Merci pour votre soutien. Donc je vous ai préparé deux solutions, une solution en Clean architecture et une solution en Vertical Slice architecture pour que vous compreniez un peu la différence entre les deux architectures. On va commencer par analyser la Clean architecture et essayer de comprendre comment elle se construit. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a plusieurs projets dans la solution. On a un projet application, un projet domaine, un projet infrastructure et un projet UI. La Clean architecture, elle met en avant la séparation des responsabilités. C'est-à-dire que ici on a une couche domaine qui va être en fait notre responsabilité métier. Donc toute notre logique métier sera dans ce projet, dans cette couche. Ensuite on a la couche infrastructure qui elle va avoir comme responsabilité de communiquer vers l'extérieur. Donc ça peut être une connexion vers une base de données, écrire dans un fichier, récupérer un fichier, communiquer avec une API, etc. Donc vraiment tout ce qui est communication vers l'extérieur. Ensuite ici on a la couche application qui elle va en fait utiliser les différents services et les faire fonctionner ensemble. Et pour terminer, on a la couche UI qui, elle, en fait, s'occupe de présenter les données. Donc ici, pour bien comprendre, j'ai mis en place une feature qui est la création d'un personnage. Alors, il n'y a pas de réelle connexion avec une base de données, mais je la simule. Donc on va commencer par la couche présentation et on va se rendre dans programme.cs. Donc ici, on est dans une application console toute bête. Et ce que je fais ici, c'est que je configure simplement mes services, avec ici un A d'infrastructure, on verra après ce que c'est et ce que ça fait là. Ensuite, j'instancie un repository grâce au service provider. Ensuite, je crée un endpoint en passant mon repository. Et enfin, j'appelle mon endpoint créer de personnage qui lui me renvoie un GUID et j'affiche le GUID. Donc concrètement, je simule avec mon application console un appel vers un endpoint qui est ici créer de personnage. Ensuite, le endpoint transfère, on va dire, le message vers la couche applicative qui, elle, va communiquer avec l'infrastructure, la couche domaine et ensuite renvoyer les informations. Donc on peut aller voir ce qui se passe dans endpoint. On voit qu'ici, endpoint, il attend un iPersonage repository par son constructeur. Ensuite, on a simplement une fonction créer de personnage, qui est en fait mon endpoint. Il attend ici un create personnage request. Et ensuite, j'instancie un handler en lui passant le repository et j'appelle sa fonction handle en lui passant la request. Donc, voyons voir un petit peu ce qui se passe au niveau du handle et de la request. Donc là, on doit aller dans la couche applicative au niveau du dossier CQRS. Donc, on a notre create personnage request qui possède ici simplement un name et ensuite le handler qui attend un iPersonage repository. Et ici, il va venir simplement créer le personnage en lui donnant le nom que je lui passe ici dans ma request. Et ensuite, j'appelle mon repository et je fais create personnage. Alors, le iPersonage repository, ici, il est défini dans la couche applicative. Et c'est donc la couche infrastructure qui vient lui donner une implémentation qui est ici personnage repository. Personnage repository ici implémente iPersonage repository et donc l'implémentation de la fonction create, je fais simplement un task.delay pour simuler une connexion vers la DB et une écriture en DB et ensuite je fais un return GUID.newGUID simplement. Et donc dans la couche infrastructure, on a aussi un service collection extension, donc c'est la couche infrastructure qui va se charger de fournir l'implémentation du iPersonage repository. De cette manière, la couche applicative ne connaît pas l'implémentation de la connexion vers l'extérieur, elle connaît simplement son abstraction. Et ensuite, pour terminer, on a la couche domaine qui définit simplement un objet métier qui est personnage, qui possède simplement un nom et qui n'a pas de logique spécifique ici. Alors voilà, donc c'est ça la Clean architecture. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de classes qui sont éparpillées
un peu partout. Et donc pour une feature donnée qui est en fait la création d'un personnage, on a une responsabilité domaine, une responsabilité applicative, une responsabilité d'infrastructure et une responsabilité d'affichage. Donc ici, en réalité, grossièrement, c'est un peu le bordel quand même. C'est-à-dire que pour moi, la clean architecture, c'est un bordel organisé. Puisque les classes sont éparpillées partout, pour une feature donnée, eh bien du coup, on doit aller rechercher dans les différentes couches pour pouvoir agir sur tout le cheminement de la feature. Et donc, si maintenant on voudrait supprimer, par exemple, une feature, eh bien, on va devoir parcourir toutes les couches et supprimer chaque responsabilité pour pouvoir avoir une feature en moins, par exemple. Ou pareil, pour la modifier, on va devoir aller dans la couche en question pour pouvoir modifier un ou l'autre comportement. Donc sur le long terme, c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué à maintenir. Alors à savoir qu'en entreprise, cette architecture est encore beaucoup utilisée, donc c'est quand même utile de connaître son fonctionnement. Et maintenant, je vais vous montrer la Vertical Slice architecture et vous allez comprendre la différence entre les deux. Donc là, on se retrouve dans la Vertical Slice architecture et ici, on peut voir qu'on a déjà beaucoup moins de projets dans la même solution. On a ici un projet verticalslice.engine et un projet verticalslice.console. Et donc en fait, le but de la Vertical Slice architecture, c'est de regrouper toutes les responsabilités au même endroit au niveau de la feature. Donc ici, si on analyse un petit peu, donc on a la classe programme.cs qui va aussi configurer un provider. Alors ici, j'ai été un peu plus spécifique, j'ai fait un configure Mongo pour MongoDB et j'ai fait un build service provider. Ensuite, je récupère mon endpoint, j'appelle mon endpoint et j'affiche son résultat. Donc jusqu'ici, on n'a pas beaucoup de changements. Mais maintenant, dans le projet verticalslice.console, on a un dossier personnage. Dans ce dossier personnage, on a un dossier features. Et dans ce dossier features, on a une feature qui est create personnage. Et on a un dossier domaine pour ce qui est de la couche métier. Dans la feature create personnage, on a ici un autre dossier CQRS qui définit la request et le handler. Et ensuite, on a notre endpoint, create personnage endpoint. Donc la request, elle est globalement la même que pour la clean architecture. Le handler, globalement, il est aussi identique. Nous, ici, on attend un imongo repository, par exemple. On crée notre personnage, on fait appeler le repository, on fait create, et voilà. Et donc, le endpoint, il est défini dans la feature aussi. Et donc, on a notre endpoint à ce niveau-ci, qui lui attend un e-service provider pour pouvoir ici instancier son imongo repository. Et ensuite, appeler la méthode handle du handler. Et ensuite, dans domaine, on a notre personnage qui définit ici un ID et un nom, qui est un petit constructeur et qui définit ici que l'ID est égal à un nouveau GUID à chaque instantiation. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup plus lisible et pratique de regrouper ça en feature, puisque à présent, si je voudrais par exemple supprimer la feature create personnage, j'ai qu'à simplement supprimer ce dossier et la feature a disparu. Et donc maintenant, pour ce qui est de ce projet ici, il va en fait servir à tout ce qui est configuration globale, donc commune à toutes les features par exemple, ou commune à différents services. Par exemple, si vous êtes dans une architecture en microservices. Et donc ici, concrètement, dans Core, par exemple, j'ai une interface Entity qui va être en fait implémentée par mes différentes entités dans mes différentes features. Donc ici, concrètement, dans domaine personnage, il hérite ici de Entity en spécifiant son ID qui est un GUID. Et ensuite, j'ai un dossier Mongo qui va servir à configurer tout ce qui est en rapport avec Mongo, tout ce qui est global à toutes mes features ou à mes différents services. Et donc concrètement, ici, je définis une interface imongo repository qui possède une fonction create et qui sera implémentée par mon Mongo repository. Et ensuite, j'ai un Mongo configuration qui lui va servir de configurer l'injection de dépendance ici en disant que pour n'importe quel imongo repository avec deux arguments génériques, donne-lui cette implémentation-là avec les mêmes arguments génériques. Et donc du coup, mon configure Mongo au niveau du programme.cs pour configurer mon service collection, eh bien, il provient du coup de verticalslice.engine.mongo qui se trouve à ce niveau-ci. Donc voilà un peu la différence entre les deux architectures. Donc d'un côté, on a la clean architecture qui met en avant la séparation des responsabilités dans différents projets. Et ensuite, on a la vertical slice architecture qui, elle, met en avant le regroupement de tout par feature. Donc on met la feature en avant. Et de mon point de vue, c'est un meilleur compromis. Donc du coup, nous, notre API, on va la construire en vertical slice architecture. Et donc du coup, on se retrouve dans notre API et de la même manière, nous aussi, on va devoir gérer des personnages. Parce que pour rappel, notre API va gérer des personnages Heroic Fantasy. Donc on va commencer par notre première feature, qui est aussi la création d'un personnage, en le mettant en place dans une vertical slice architecture.
Donc du coup, dans un premier temps, on va créer un nouveau dossier. On va appeler ici personnage. Et dans personnage, on va créer un nouveau dossier qui s'appellera features. Dans features, on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler domaine. Donc là, on va créer nos objets métiers. Et ensuite, la feature, donc create personnage. Dans notre domaine, on va ajouter, pour commencer, une bête classe personnage. Il y aura ici simplement une propriété name. On étoffera plus tard, évidemment. Et dans create personnage, on va ajouter un nouveau dossier endpoint. Dans notre endpoint, on va ajouter une classe qui s'appellera ici create personnage endpoint. Et donc ici, on voudrait bien que notre endpoint il soit géré de la même manière qu'ici dans programme.cs, où on a un endpoint de test qui est mapget avec ici weather forecast et une fonction. Comme vous pouvez le voir ici, la fonction mapget, elle se trouve sur la classe web application. Et on récupère ici une web application après avoir fait un builder.build. Donc après avoir configuré tous nos services, après avoir fait ici le .build, on récupère une web application. Donc nous, on voudrait bien pouvoir faire aussi un mapget de notre endpoint, create personnage endpoint. Mais évidemment, pas à ce niveau-là. On veut définir notre fonction dans notre create personnage endpoint. Alors naïvement, on pourrait se dire que on peut simplement faire une méthode d'extension de web application et qui vient définir notre endpoint. Et donc on appellera en fait ici app.addCreatePersonageEndpoint par exemple. Et donc effectivement ça va fonctionner. Et donc c'est ce qu'on va faire ici dans cette vidéo. Je vais faire une méthode d'extension de mon CreatePersonageEndpoint et on va l'appeler ici. Vous allez voir, ça a bien fonctionné. Mais vous verrez aussi qu'il y a un problème, c'est que là on n'a qu'un seul endpoint, et si on en a plusieurs, on en aura plusieurs. Dans un projet professionnel, vous aurez des tas d'endpoints, et donc vous imaginez bien que c'est compliqué de devoir penser à chaque fois à venir rajouter son endpoint à ce niveau-là. Vous allez vous retrouver avec une classe énorme qui référence en fait toutes les méthodes d'extension, donc c'est compliqué. Mais dans la prochaine vidéo, on verra comment mettre un truc en place qui est beaucoup plus flexible et beaucoup moins contraignant. Maintenant du coup c'est parti, on va faire une petite méthode d'extension qui va définir notre endpoint. Donc ici, il suffit de mettre notre classe en statique et de faire une petite fonction statique qui va renvoyer une web application. On va l'appeler ici add create personnage endpoint. Du coup cette méthode d'extension elle s'étend à web application et donc il suffira ici d'appeler web application.mapPost. On définit ici la route qui va être ici pour l'instant /personnage. Ensuite, il faut définir une fonction, parce que là on attend un délégué, donc c'est un pointeur de fonction. Et donc évidemment dans notre fonction, nous, on s'attend à recevoir quelque chose dans le body, puisque c'est un post. Donc on va créer simplement ici un petit record, qu'on va appeler create personnage request. Il va prendre ici simplement un nom. Et nous, on s'attend à avoir ici, dans le body, un create personnage request. Ensuite, dans notre fonction, on pourra faire ce que l'on souhaite. Ici, dans notre cas, on n'a pas encore de connexion vers une base de données ou autre, donc on va simplement simuler une connexion vers la DB avec juste un task.delay d'une demi-seconde en faisant un await. Donc comme je mets un await ici, il faut que je définisse ma fonction en tant qu'asynchrone. Et ensuite, je vais simplement return un new personnage en lui fournissant ici name égale request.name. Donc je lui fournis simplement le name qui vient de ma request. Donc ben voilà, maintenant notre endpoint il est bien défini. Donc il ne nous reste plus qu'à faire un return de web application et d'appeler notre méthode d'extension add create personnage endpoint dans notre programme.cs. Donc on peut aussi supprimer ce endpoint là qu'on n'a plus besoin. Et du coup, au niveau de l'app, on va faire un app.addCreatePersonageEndpoint. Donc on fait le bon using et on peut maintenant démarrer notre application. Donc on se retrouve bien sur notre Swagger et ici on voit qu'on a maintenant un endpoint personnage qui est en poste et qui attend ici un name et qui va nous retourner ici un objet contenant un nom. Donc si j'essaye et que je mets Sylvanas par exemple, eh bien ici on me retourne bien Sylvanas. Donc notre endpoint il fonctionne correctement. Donc on peut maintenant couper le Swagger. Donc voilà, effectivement ça marche bien. On peut définir un endpoint ici. Il est bien défini au niveau de la feature, mais on a un gros inconvénient, c'est que pour chaque endpoint, on va devoir à chaque fois l'ajouter dans programme.cs, ne pas oublier du coup de l'ajouter. Et ici on a une dépendance assez forte entre notre programme.cs et notre endpoint, puisqu'ici on voit qu'il a une référence, et cette référence, elle est dans programme.cs. Donc comme je le disais, c'est assez contraignant, et on verra dans la prochaine vidéo
comment on peut faire beaucoup mieux sans avoir aucune référence et que ça se fasse de manière automatique. Dès qu'on ajoutera un endpoint, il sera automatiquement ajouté, automatiquement configuré, mais ça sera dans la prochaine vidéo. Donc pour ne pas la rater, je vous invite évidemment à vous abonner, d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications et être averti dès qu'elle sera disponible. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. On a vu les différences qui existent entre la Vertical Slice Architecture et la Clean Architecture. Pourquoi je trouve que la Vertical Slice Architecture est meilleure. On a vu comment créer notre première feature en Vertical Slice Architecture dans notre API et on a vu comment ajouter un nouveau endpoint. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions ou des remarques, je vous invite à laisser des commentaires ou rejoindre mon serveur Discord. Vous trouverez tout ce qu'il faut dans la description et je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.